John William Waterhouse est ce qu'on peut appeler un pré-raphaélite tardif, c'est-à-dire quelqu'un qui arrive alors que la bataille est sur le point de se terminer. Pourtant, il est à mon sens l'un des représentants les plus convaincants du mouvement, celui qui s'est approché au plus près des idéaux ayant présidé à sa naissance. Waterhouse était âgé d'1 an seulement lors de la création de la confrérie, dont il est bon de rappeler qu'elle eut lieu dans un contexte particulier. Constable disparu, son vieux rival Turner s'était isolé dans une œuvre presque abstraite, inaccessible à ses contemporains. Un retour aux sources du classicisme s'imposait pour contrer l'insolente prospérité de l'académisme. Le romantisme, porté en Angleterre par des artistes absolument géniaux, dérivait en effet, et pour des raisons qui n'étaient pas seulement économiques, vers la complaisante représentation de chiens, de chevaux et de notables possédant l'une et l'autre espèce. Outre Raphaël et le Quattrocento, les légendes celtiques furent mises à contribution pour se soustraire au pesant climat victorien. Avec la dissolution rapide de la confrérie pré-raphaélite et l'évolution de ces artistes vers un symbolisme parfois indigeste, le terrain de jeu se révélait idéal pour le talent singulier d'un Waterhouse. S'il céda lui aussi à la tentation de restituer un passé en trompe-l'œil et de puiser l'essentiel de son inspiration dans les légendes celtiques ou médiévales, il le fit avec une puissance épique et poétique qui n'appartient qu'à lui et une sensibilité esthétique que quelques pré-raphaélites seulement possédaient. Si ces thèmes sont les mêmes que ceux de ses illustres prédécesseurs, si la virtuosité d'un Millet était à peu près équivalente à la sienne, son Ophélie est aux antipodes de celle du précité. D'une beauté elle aussi saisissante, elle semble être une extension naturelle de la pièce de Shakespeare, sans ce pathos dont Millet a chargé sa proposition. Vous l'aurez senti, la force de son Ophélie est qu'elle est représentée encore vivante à quelques minutes de son trépas. Il en va ainsi de la plupart des œuvres de John William Waterhouse. Tant qu'à puiser dans un passé fantasmé, autant y aller franchement, mais en laissant toute sa place à l'imaginaire du spectateur. Regardez sa Lady of Shalott, à laquelle il était interdit de fixer dans les yeux la réalité du monde extérieur. Contrairement à nombre de peintres, lui nous la montre quelques instants avant qu'elle ne se noie, tout au désespoir de ne pouvoir aimer Lancelot ou de se faire aimer de lui. Voyez son Ulysse et les sirènes. Le choix de l'instant est décisif. Tout est en place, mais rien ne s'est encore passé. Les femmes oiseaux sont en train de voler, elles n'ont pas encore commencé à chanter, et les marins les ont plus sentis qu'entendus arriver. Complètement à gauche, l'un d'entre eux se bouche les oreilles, c'est donc celui qui a refusé la cire et suivra les sirènes dans les flots. Voyez sa Lamia, représentée dans toute sa beauté, au début de sa tentative de séduction d'un jeune homme, bien avant que la haine qui la consume ne vienne affreusement déformer ses traits. Un second tableau est peut-être encore plus beau. Perdu dans sa rêverie, Lamia coiffe lentement ses cheveux en contemplant son reflet dans l'eau. Difficile d'accepter que ce symbole de pureté est en réalité en train de fomenter son prochain forfait. Regardez sa Circé. Si un premier tableau, qui la montre en enchanteresse offrant la coupe de poison à Ulysse, a tout d'un Alma Tadema, avec son cortège de concessions à l'académisme ambiant, Waterhouse rectifia le tir 1 an plus tard, en peignant une Circé prise dans l'élaboration du breuvage, censé transformer le marin en porc. C'est sûr, la magicienne est trop furieuse pour ne pas avoir été sensible au charme d'Ulysse. Son complot échouant, elle lui proposera d'ailleurs de partager sa couche, ce qu'il s'empressera d'accepter dans le seul but de sauver ses compagnons, bien évidemment. La preuve, il ne restera auprès de Circé qu'1 an seulement.